Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie. Allez, on va essayer de poursuivre ce cours. Donc il va sans dire que, pour ma part, je suppose que vous avez regardé les vidéos précédentes sur les normes et donc je vais supposer que vous connaissez tout ce que j'ai dit avant. Si ce n'est pas le cas, bah, tant pis, c'est à vos risques et périls. Mais moi, le cours, il se suit. Ok, donc qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous donner la définition et quelques exemples classiques de distance. On va voir la définition de boules et sphères associées, puisque le principe de la topologie métrique, on va le voir, c'est de jouer avec des boules. Ensuite, on va voir quelques exemples un petit peu plus farfelus, un petit peu plus rigolos, curieux, un petit peu originaux. Ce n'est pas ceux qu'on imagine a priori, vous voyez, ce n'est pas les exemples qu'on a en tête, mais juste pour se permettre de voir un petit peu toute la complexité de la notion de distance. Après, on va voir les propriétés. On va parler des fonctions bornées et des parties bornées. On va parler du diamètre d'une partie et puis des distances entre deux parties. Voilà, si vous connaissez tout ça, passez directement à la suite. Ok. Alors, donc, une distance sur E, c'est une application qui a deux points de E. Donc, E, c'est un ensemble quelconque a priori. Une distance, c'est une façon, quelque part, de mesurer l'éloignement ou la proximité des éléments de E. Donc, c'est une application qui a un couple d'éléments, donc deux points, associés à une distance. Et une distance, donc c'est un nombre positif. Et en gros, l'idée, c'est que plus cette distance est grande, plus les points ils sont loin. C'est ça l'idée. Et donc, comment on va définir ça? Quels sont les axiomes qui doivent être vérifiés? Eh bien, donc, c'est une fonction à valeur dans E2 dans R+. Et la première chose, c'est que c'est symétrique. La distance entre x et y doit être égale à la distance entre y et x. Jusque-là, rien de choquant. Ensuite, si la distance entre x et y, c'est 0, c'est-à-dire qu'ils sont super proches, ils sont collés, la distance est nulle, c'est qu'en fait, x est égal à y. D'accord? Donc c'est équivalent. Si x égale y, distance de x à x, c'est 0. Et si distance de x à y, c'est 0, c'est que x était égal à y. OK? Et le dernier axiome, celui qui exprime le fait que c'est la plus petite distance possible entre les points, c'est celle-là, c'est-à-dire que si la distance entre deux points x et z, elle est toujours plus petite que la distance entre un point x et y, plus la distance entre y et z. Vous savez, c'est la fameuse inégalité triangulaire. Voilà, si j'ai 3 points, quelque part, la distance, là, c'est plus court d'aller en ligne droite, autrement dit, la distance entre x et z, ça va être plus petit ou égal à la somme des distances de ces deux. Voilà. OK. Donc voilà. C'est ça qu'il faut. Dès qu'on a une application qui vérifie tout ça, alors on obtient une distance. Alors, quand on peut ajouter une distance, le vocabulaire, c'est que E est un espace métrique. Voilà, ça permet de mesurer, donc OK. Alors, les exemples que vous connaissez, les plus simples, si je prends E égale R, comment je peux mesurer l'écart entre deux nombres réels? Vous le savez bien, je prends le plus grand moins le plus petit. D'accord? Donc c'est valeur absolue de x moins y. Voilà. La valeur absolue me permet de ne pas distinguer si c'est x ou y le plus grand ou le plus petit. Voilà. Je prends l'écart entre les deux nombres x et y et bim, ça me donne la distance entre x et y. Souvent, j'ai déjà vu dans des manuels de seconde définir valeur absolue de x comme la distance entre x et l'origine, et O. D'accord? Le point d'abscisse 0. Ok, alors maintenant dans le plan, vous savez bien, si je prends deux points x, y, x', y', et donc là j'ai la distance entre les ordonnées, la distance entre les abscisses, la méthode ultra classique pour mesurer la distance entre les deux, c'est la norme euclidienne, c'est Pythagore, il nous dit, voilà, la distance, là, la longueur de ce segment-là, au carré, est égale à la somme des carrés des longueurs de ce segment, donc on peut enlever les valeurs absolues comme c'est au carré. Et donc, la distance de xy à x', y', c'est racine de x moins x' au carré plus y moins y' au carré. Ça s'appelle la norme euclidienne, tout ça. Donc, c'est la distance standard, a priori, sur le plan. Et si on prend le plan complexe, en fait, si on prend z égale x plus y et z' égale x' plus y', vous savez bien que ça vient au même que de prendre le module de z moins z'. Okay? Donc, ça se ressemble, en fait. Vous voyez? La distance sur R, la distance sur C, en fait, c'est la même. Juste ces modules au lieu de valeur absolue, mais donc, jusque-là, rien de très choquant. Alors, est-ce qu'on peut généraliser ça à n'importe quel espace vectoriel normé? La réponse est oui. Et donc, si je prends E un espace vectoriel normé, donc je prends une application D qui a un couple xy de vecteurs de E, associe la distance de x à y, c'est norme de la différence entre x moins y. En gros, c'est le vecteur qui rejoint x et y. Je prends sa longueur, et c'est ça la distance entre les vecteurs x et le vecteur y. OK? Alors, on va vérifier tout de suite que ça donne bien une distance, vous voyez, qui généralise donc, ce qu'on vient de voir sur R et sur C. Alors, un petit rappel quand même, juste pour qu'on soit bien sûr. J'ai dit qu'il fallait regarder avant, mais quand même, je suis sympa, je rappelle. Une norme, c'est quelque chose qui vérifie ces trois axiomes. Pour tout x dans E, si norme de x égale 0, alors que c'est que x était le vecteur nul.
Si je prends un vecteur n'importe lequel dans E et n'importe quel scalaire dans R ou dans K, en l'occurrence, là je ne suis pas dit sur quoi c'était l'espace vectoriel normé. K, ça peut être R ou C en fait. Alors, norme de lambda x, ça fait valeur absolue de lambda ou module de lambda fois norme de x. Et pour tout x y dans E, norme de x plus y, c'est plus petit que norme de x plus norme de y. Voilà. Donc ça, c'est mes axiomes. Eh bien, on va vérifier qu'avec ces axiomes-là, j'obtiens bien une distance. Bon, ça en découle directement, c'est pas foufou. Distance de y à x, c'est norme de y moins x. Mais y moins x, c'est moins 1 fois x moins y. Et donc, je peux sortir valeur absolue de moins 1. Ah, ça fait norme de x moins y. Boum. Et donc, c'est bien égal à distance de x à y. Bon, jusque-là, la symétrie, c'est bon. Si la distance de x à y est égale à 0, ça veut dire que norme de x moins y égale 0. Et par définition de la norme, ça veut dire que x moins y est égal au vecteur nul. Et donc que x égale y. Jusque-là, tout va bien. Et l'inégalité triangulaire, c'est que la distance de x à z, c'est norme de x moins z. Je peux l'écrire norme de x moins y plus y moins z. Oh, une norme vérifie une égalité triangulaire. Donc ça, c'est plus petit que la norme de x moins y plus la norme de y moins z. Et donc ça, c'est égal à distance de x à y plus distance de y à z. Donc voilà, c'est vraiment fait pour que ça marche. Donc dès qu'on a un espace vectoriel normé, la norme nous donne une distance en faisant simplement cette petite manip. Okay, donc ça généralise. Les espaces métriques sont une généralisation des espaces vectoriels normés. Ok, alors une fois qu'on a une distance, à quoi ça sert? Eh bien, comme on l'a vu pour les normes, ça nous permet de faire des boules, des sphères, des... Voilà, donc alors allons-y. Si on prend un espace métrique, donc D une distance, je prends C comme centre, un élément de E, et R un rayon positif ou nul. On appelle donc la boule ouverte de centre C et de rayon R, l'ensemble donc qu'on note BCR. Alors les notations sont importantes parce que ce n'est pas tout à fait toujours les mêmes d'un cours de topo à l'autre. Il y en a qui appellent avec un petit O, enfin bref, voilà, il y a différentes notions. Moi, par défaut, quand je mets que B, c'est la boule ouverte, d'accord? Et du coup, la boule fermée, c'est BF. Okay, donc alors la boule ouverte, c'est ceux où la distance entre le rayon et X est strictement plus petit que R. Alors vous allez me dire, oui, mais alors du coup, si R égale 0, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, c'est l'ensemble vide. Voilà, la boule de centre ouverte de centre C de rayon 0, c'est l'ensemble vide. Sinon, voilà, on se représente ça comme ça. La boule fermée, on rajoute le tour, c'est-à-dire qu'on prend les points dont la distance avec le centre est inférieure ou égale à R. Donc cette fois, si R égale 0, c'est distance de X à C égale 0, il n'y a que C, donc c'est un singleton, le centre C. Okay. Mais sinon, voilà, on se représente ça comme ça. Vous voyez, on a le tour en plus, le tour qu'on appelle la sphère, et qui est justement donc égal aux éléments de E, dont la distance avec C est exactement égale à R. Voilà, voilà. Donc, des fois, ça peut être vide et tout ça. Enfin bref, il faut voir plein d'exemples, mais cet exemple-là, ça permet de raisonner. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que ça peut être très très différent de ce qu'on imagine dans les espaces vectoriels normés. Parce que là, je vous ai fait le dessin dans R2 avec la norme, la distance usuelle là qu'on a vu avant. On va voir que ça peut faire des trucs très très différents. Et c'est très marrant. Mais en tout cas, formellement, les définitions, c'est toujours ça. Et donc, c'est ça qu'il faut utiliser dans l'épreuve. Et pas ça. Même si ça permet d'imaginer des solutions parfois. Ok. Alors, premier exemple, donc dans R, alors vous réfléchissez, c'est pour ça que je n'ai pas affiché tout de suite les réponses, pour vous laisser du temps de réfléchir. La boule de centre 1 de rayon 3, donc la boule ouverte de centre 1 de rayon 3, et la boule fermée de centre 2 de rayon 2. Allez, vous l'écrivez sur votre feuille, mettez sur pause, vous l'écrivez sur votre feuille, dépêchez-vous, pour vérifier, c'est pas un exo dur. On en verra des plus durs. Ok. Donc voilà, donc je suis au centre 1, je suis à la distance maximum 3 de 1, donc avant ça va jusqu'à moins 2, après ça va jusqu'à 4, et comme c'est la boule ouverte, je ne prends pas les bords, donc je prends un intervalle ouvert, moins 2, 4. La boule fermée de centre 2 de rayon 2, du coup ça va de 0 à 4, 2 moins 2, 2 plus 2, et je prends les bords parce que c'est la boule fermée. Ok? Donc voilà. Donc, plus généralement, dans R, en fait, la boule de centre X et de rayon R, c'est l'ensemble des réels dont la distance avec X est plus petite que R, c'est l'intervalle X moins R, X plus R ouvert. Et la boule fermée, l'intervalle X moins R, X plus R fermé. Ok? Donc voilà. Jusque-là, tout va bien. Dans R2, on a vu des boules unités. Je vous en redessine. Là, c'était pour la norme standard, euclidienne, tout ça. Là, c'était pour la norme 1. Enfin bref, on a déjà vu tout ça. La boule centrée au vecteur nul, donc c'est pour ça que c'est pareil que distance de x à vecteur nul plus petit que r, c'est pareil que norme de x plus petit que r, donc ça donne les mêmes boules.
Voilà, on a déjà vu aussi que dans un espace de dimension infinie, si je prends les fonctions continues de AB dans R, alors si je prends une fonction là en rouge, l'ensemble de toutes les fonctions qui sont à distance plus petite que R, et ben, du coup je prends voilà, un petit écart de R autour, je fais un petit tube autour de ma fonction, et ben, c'est toutes les fonctions continues que je peux tracer là à l'intérieur du tube, ce sera la boule, donc c'est plus dur à imaginer, déjà ça fait une boule un peu compliquée, mais bon, on est en dimension infinie. Ok, donc voilà des exemples. Première propriété, hyper importante, qui est évidente, mais qui sert dans des exos et des fois on n'y pense pas. Si je prends donc pour n'importe quel x, pour n'importe quel rayon strictement positif, petit r, et grand R plus grand, du coup la boule ouverte de centre x, bon alors j'aurais pu prendre petit r égale 0, mais ça n'a aucun sens parce que c'est l'ensemble vide. Mais la boule ouverte de centre x et de rayon R, elle est toujours incluse dans la boule fermée de centre x et de rayon R. Ça c'est une évidence. Je veux dire, si la distance de C à x est strictement plus petite que R, elle est inférieure ou égale à R. D'accord ? Mais ça peut servir de bien s'en rendre compte. Et surtout, la boule fermée de centre x et de rayon R, elle est inclue dans la boule ouverte de centre x et de rayon grand R dès que grand R il dépasse un tout petit peu petit r. Pourquoi ? Parce que si la distance entre un point y et x est strictement plus petite que r, eh ben, elle est inférieure ou égale à petit r. Parce que petit r est strictement plus petit que grand R. Donc, c'est le contraire. Si elle est plus petite que petit r, elle est strictement plus petite que grand R. J'ai fourché, mais vous avez compris. Ok, donc les boules ouverte inclut la boule fermée, et dès qu'on augmente un tout petit peu le rayon, la boule ouverte de rayon un tout petit peu plus grande, elle contient la boule fermée. Ok. Voilà, voilà. Alors, on y va pour les exemples un peu bizarres. Donc, on n'a pas besoin de prendre des exemples, des espaces très compliqués de dimension infinie. Déjà dans R2, le plan normal, on va voir qu'on peut prendre des distances qui sont bien différentes de la distance usuelle. Alors, commençons tout d'abord par ce qu'on appelle la distance discrète. Alors ça, on peut le faire dans R2 ou dans n'importe quel ensemble. C'est tout con, je me dis, tiens, du coup, si je prends si x égale y, distance de x à y c'est 0, ça c'est obligé par les axiomes. Et si distance de x à y, si x est différent de y, distance de x à y c'est 1. J'appelle ça cette distance la distance discrète. Ok ? Et on verra pourquoi le mot discret après, parce que ça donne la topologie discrète, je spoil un peu, mais enfin bon. Donc voilà, donc là ça veut dire, vous voyez, je prends des points n'importe où, tous les points ils sont à distance 1. Voilà, celui-là, distance 1, celui-là et celui-là, distance 1, celui-là et celui-là, distance 1. Du coup, la distance entre x et z, c'est 1, c'est plus petit que la distance entre x à y plus y à z, ça fait 1 plus 1, c'est 2. Donc il y a bien l'inégalité triangulaire, il y a bien la symétrie, hein, je veux dire, tous les axiomes sont évidents. Hein. C'est toujours 1, distance de x à y à x, c'est 1. Et ça vaut 0, sauf si x égale y, ça vaut 0. Donc on a les trois axiomes qui sont évidemment vérifiés. Et voilà, c'est une distance qui est quand même très sympathique. Et la question, c'est quelles sont les boules pour cette distance? Donc pareil, là, si je l'ai mis en rose, c'est pour vous réfléchir un petit peu. Mettez sur pause, vous dites, tiens, oui, c'est ça les boules. Et puis après, on va vérifier qu'on a bien trouvé pareil. Allez. Bon, bref, donc je le fais. Ok, alors, c'est tout con en fait, hein, parce que donc une boule, si le rayon est plus petit ou égal à 1, alors sauf si le rayon est vide. Si le rayon est nul, j'ai oublié, mais si le rayon vaut 0, bon ok, c'est vide, ça d'accord. Si le rayon est inférieur ou égal à 1 et strictement positif, alors c'est le singleton x, la boule autour de x. Il n'y a que x, hein, puisque la boule de centre x c'est rayon 1,5. Vous voyez, c'est ça le truc qu'il faut se dire. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais ça existe, la boule de centre x c'est rayon 1,5, même s'il n'y a personne à part x dedans. Oui, parce qu'il n'y a pas de distance entre 0 et 1. En gros, la distance de x à x c'est 0, puis après c'est 1. Mais n'empêche qu'on peut prendre r égale 1,5, c'est autorisé ça. Vous voyez, la boule de centre x rayon R, toutes les valeurs de R existent. On peut prendre R, même si pour l'ensemble ça n'a aucun sens, il n'y en a pas, mais la boule est définie, okay, pour n'importe quel rayon. Donc si je prends un rayon entre 0 et inférieur ou égal à 1, il n'y a que x, et puis dès que R dépasse 1, du coup ça fait tout l'ensemble. Alors pour R égale 1, ça fait toujours que x, parce que j'ai pris la boule ouverte. J'aurais pris la boule fermée de rayon 1, déjà ça faisait tout E. Hein. Mais comme j'ai pris la boule ouverte, la distance strictement inférieure à 1, il n'y a que x. Et dès que le rayon dépasse 1, ça fait tout l'ensemble. Tous les éléments sont à distance de x plus petite que 1, donc inférieur ou égal à 1, égal à 1 même, donc bref. Voilà, donc déjà c'est un exemple un peu original. Et accessoirement, ça montre que du coup, n'importe quel ensemble est un espace métrique. Je peux toujours, au pire du pire, mettre cette distance-là sur E, quel que soit E. Donc il existe toujours une distance sur un espace. Ouais, c'est une question. On peut toujours trouver une distance sur un ensemble quelconque? La réponse est oui. Elle n'est pas forcément folle, mais on peut toujours. Ok? Très bien. Alors d'autres exemples. La distance SNCF, ça c'est assez rigolo. Donc c'est une distance qui est dans le plan. Enfin on pourrait la mettre en dimension quelconque, mais déjà dans R2 elle est marrante. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc si je prends deux points A et B, j'ai fixé une origine O quelque part de mon plan. La distance de A à B, c'est la distance de A à O plus la distance de O à B si A, B et O ne sont pas alignés. Et sinon c'est la distance usuelle entre A et B.
Alors, je vais faire un dessin pour qu'on comprenne un peu. J'ai pris un point O qui est fixé, il ne bouge pas. Et du coup, si A et B sont alignés avec O, la distance entre A et B, c'est ça. Et s'ils ne le sont pas, la distance entre lui et lui, eh ben, c'est cette longueur-là, plus cette longueur-là. Ça alors. Alors ça s'appelle la distance SNCF parce qu'en fait, il faut imaginer, c'est comme si vous aviez des rails, des chemins qui relient O, le centre, donc comme Paris en France un peu. Enfin maintenant c'est moins vrai, mais c'était le cas avant. Donc vous pouvez de n'importe où, vous pouvez aller à Paris, donc de n'importe où, vous pouvez aller à O, et de haut repartir à n'importe où. Mais il n'y a pas de ligne directe entre là et là. D'accord? Donc la distance entre lui, je suis obligé de passer par O pour aller de là à là. Ok? Alors, c'est facile de vérifier que ça fait une distance, parce que la seule façon que la distance d'un point à lui soit nulle, bah, c'est que ce soit le même au début et à la fin, hein, dans les deux cas. La distance de x à y, c'est pareil que la distance de y à x, hein, c'est pas dur à démontrer. L'inégalité triangulaire aussi, c'est pas dur. Enfin bon, il faut l'écrire, mais c'est pas très compliqué, je vous engage à essayer si vous voulez. Donc on obtient bien une distance là-dedans, donc qui s'appelle la distance SNCF. Alors, ce qu'il faut bien repérer, c'est que, de façon surprenante, cette distance-là, dans le plan, c'est une distance, ok, mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que le fait que deux points du plan soient proches, c'est pas intrinsèque. C'est-à-dire, c'est pas juste en regardant les deux points, je peux dire, ah oui, eux, ils sont proches. Vous voyez ces deux points-là. Dans mon plan, je les aurais dessinés au début, je leur ai dit, tiens, est-ce que vous pensez que ces deux points-là sont relativement proches dans le plan? Vous auriez dû dire, bah oui, parce que pour la distance à laquelle on est habitué, effectivement, ils sont proches. Mais pour cette distance-là, ils ne le sont pas du tout. Vous voyez? De là à là, c'est pas du tout proche. Ok? Hein, faut se méfier, vous voyez. Donc voilà, s'il faut prendre une correspondance invraisemblable parce qu'il n'y a pas de ligne transversale, bah, du coup, ça peut mettre beaucoup de temps pour aller de là à là, alors qu'à vol d'oiseau, ils ne sont pas loin. Ok? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et ce que je vais vous expliquer, c'est que donc on peut définir des distances, et bah, certains points, ils peuvent être très proches pour une distance, très éloignés pour une autre. C'est pas impossible ce genre de truc, vous voyez, donc c'est ça qui c'est assez surprenant quand même. C'est pour ça que la notion de distance, elle est un peu abstraite et tout ça. Hein. Donc, ok. Alors, une variante qui est rigolote, c'est la distance Manhattan. Alors, pourquoi la distance Manhattan? Donc, deux points du plan, cette fois, comment je fais pour mesurer leur distance? Bah, c'est facile, je prends la distance entre ce point et l'axe des abscisses. Après, la différence des deux abscisses entre les deux points, cette longueur-là. Et hop, la longueur qui est là. D'accord? Alors, c'est vers le haut ou vers le bas, hein, suivant où on est. Pourquoi ça s'appelle distance Manhattan? Parce qu'en gros, vous êtes dans un appartement d'un gratte-ciel à un autre. Bah, pour y aller, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous descendez, vous marchez dans la rue et vous remontez. Okay, donc voilà, donc c'est pareil, c'est symétrique. Si distance de x à y égale 0, c'est que x était égal à y. Et on a l'inégalité triangulaire. Hein, si on passe de 3, bah, c'est toujours plus court de passer du premier au troisième que de repasser par le deuxième. Enfin, voilà, on passe direct. Bon, bref, ça se démontre, c'est pas très compliqué. Et voilà, donc vous voyez, on peut imaginer des trucs assez marrants. Hein, des distances farfelues, en voici, en voilà, sur le plan. Et vous pouvez sans doute en imaginer d'autres, hein, ça c'est assez rigolo. Ok, alors, un petit exercice pour vous, distance de Hamming. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, on va considérer un ensemble de lettres, A1, A2, AN, AK, voilà, et donc, E, c'est l'ensemble A puissance N, donc c'est des mots, enfin, c'est les N-uplets hein, d'éléments de ça. Autrement dit, on le visualise généralement comme des mots, écrits avec l'alphabet A1, A2, AK, et des mots de N lettres. Okay, voilà, bah, par exemple, l'ensemble des octets, ouais, tous les octets, bah, c'est quoi? Bah, c'est tous les mots de 8 caractères que je peux écrire avec les lettres 0 et 1. C'est une façon de le dire, vous voyez, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, bref. Ok, donc voilà. Et bien alors, donc, si je suis dans un ensemble comme ça, un ensemble de mots, de N lettres, eh bien je peux définir une distance entre deux mots, qui est simplement égale au nombre de lettres différentes entre les deux mots. Voilà. Donc en gros, bah, deux mots sont égaux s'ils ont toutes leurs mêmes lettres qui sont égales. Bah, du coup, oui, on le savait, c'est le même mot. Si toutes les lettres sont les mêmes, bah, c'est les mêmes mots. Hein. Et voilà, donc je l'ai écrit en formule, hein, distance de Hamming, dH entre x et y, donc qui sont des n-uplets, x1, x2, xn, qui sont pris dans les éléments A1, A2, AK. Eh bien, c'est le nombre d'éléments cardinal de l'ensemble des i entre 1 et n, tel que xi est différent de yi. On appelle ça la distance entre deux mots, c'est le nombre de lettres qui sont différentes. Okay, donc ça, c'est utilisé en crypto, en transmission du signal, enfin, en plein de domaines. Hein, c'est important parce que, par exemple, s'il y a des erreurs entre le signal au début et l'arrivée, eh ben, le nombre d'erreurs, c'est égal à la distance entre le signal de départ et le signal d'arrivée. Oui. C'est le nombre de bits qui ont été différents. Bah, voilà, donc on peut mesurer comme ça l'écart entre ce qui est... Bon, bref. J'insiste pas trop. Petit exercice pour vous. Bah, déjà, montrer que c'est une distance. Voilà, montrer que les axiomes sont bien vérifiés.
Si dans l'exemple où des octets, là, si je prends E justement égale l'ensemble des zéros, avec des mots composés de 0 et 1 à 8 lettres, hein, et que je prends le mot avec que des zéros, que vaut la boule fermée de centre C et de rayon 1? Voilà, je veux que tous les éléments, vous dites, d'accord, il n'y en a qu'un nombre fini, hein, donc vous pourrez y arriver. Et puis ensuite, si D c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 par exemple, combien y a-t-il d'éléments de E dans la boule fermée de centre D et de rayon 2? Voilà vos petits exercices. Vous aurez la correction dans la vidéo suivante. Alors, on va regarder un petit peu les boules avec nos distances farfelues pour voir un peu ce que ça fait. Donc pour la distance NCF, si je prends un point qui n'est pas égal à O, bon bah voilà, les points qui sont à distance plus petite que cette longueur-là, disons que c'est 1, bon, la boule fermée de centre X et de rayon 1, bah, c'est ce segment fermé là autour de X. Jusque-là, tout va bien. Si j'augmente le rayon, bah, du coup, le segment, il augmente de taille, jusqu'au moment où je vais arriver à O, d'accord? Parce qu'à partir de là, je peux partir dans toutes les directions dès que j'augmente ma distance avec ce point-là. Et donc la boule, hop, de ce côté-là, le segment, il continue à augmenter, et là, ça fait une petite boule, d'accord? Parce que je peux partir dans toutes les directions à partir de O. Et donc, si j'augmente encore le rayon, voilà une boule autour de X. Hein, moi, je trouve ça joli, vous voyez, ça permet de voir que les boules, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine, ce n'était pas toujours le dessin standard. Ok. Pour la distance Manhattan, par exemple, si je prends un point là, donc au début, bah, tant que je reste dans le même immeuble, tant que la distance est plus petite que la distance avec la rue, bah, ça fait pareil un segment. Si j'augmente à un moment, bah, je vais arriver à la rue. Et donc à partir de là, bah, je peux partir à droite, à gauche et remonter. Et du coup, hop, si la distance augmente, ça me fait comme ça un joli petit carré. D'accord. Le segment augmente et puis voilà. Donc hop, ainsi de suite. Voilà la boule centrée autour de ce point-là, qui appartient bien à la boule, hein, autour de lui. Donc voilà. Ok, moi je trouve ça très rigolo. Et pour bien illustrer un petit peu cette notion de distance de boule qui est vraiment différente de ce qu'on peut imaginer, hop, je vous ai concocté un petit exercice rigolo. Alors, mon ensemble, c'est les cases de ce quadrillage. Et voilà, je prends le point rouge. Et alors, ce que je vais définir comme les points à distance 1 de cette case, ce sont celles que je peux atteindre en déplaçant avec un cavalier. Voilà, comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les échecs. Et du coup, je me permets de recaser ça. En plus, c'est un sujet matangine qu'a donné mon collègue Cyril Ospel, que j'avais trouvé super intéressant. Donc, du coup, je vous en parle. Bref, donc voilà les cases sur lesquelles je peux aller en un coup. D'accord? Vous savez, un cavalier, ça se déplace en L, en fait, ça va de 2 cases dans un sens et de une dans l'autre. Mais ça peut être d'abord de 1 et de 2, ou ça peut être de 1 dans ce sens-là, de 2 dans ce sens-là, ou de 2 dans ce sens-là, de 1 dans ce sens-là, enfin voilà. Hein, 2 horizontalement, 1 verticalement, ou l'inverse, dans toutes les possibilités. Donc voilà toutes les cases qu'on peut atteindre en un coup. Donc j'ai mis les points qui sont à distance 1 du rouge. Alors, si vous voulez vous amuser, vous mettez sur pause et vous mettez les points à distance 2, à distance 3, voire à distance 4 si vous êtes motivé, du point rouge. Ok? Moi, je vais le faire, hein, mais c'est mieux si vous le cherchez avant. En classe, les élèves sont amusés à crayonner, c'était rigolo. Bon, bref. Alors, quels sont les points qui sont à distance 2? Bah, du coup, c'est tous les points où je peux partir des verts et auxquels je peux aller en un coup. Donc, vous voyez, en gros, j'ai recopié le motif qui était là autour de tous les points verts et donc j'obtiens tous ces points-là. A noter que le point rouge que je peux atteindre, évidemment, à partir du point vert en un coup, n'est pas à distance 2, il est à distance 0. Hein, d'accord? C'est pas parce que je peux y aller en deux coups que c'est à distance 2. C'est le plus petit nombre de coups qui me permettent d'aller d'un point à un autre, la distance. Hein. Ok? Donc voilà la boule de rayon 2 autour du rouge. Ok, allez, j'ai continué. Donc voilà, les points à distance 3, les voilà. Ok. Et donc voilà la boule fermée, centrée en rouge de rayon 3. Et donc voilà la sphère, centrée au point rouge de rayon 3. Les points qui sont exactement à distance 3. Ok? Moi je trouve ça assez joli. J'ai continué pour le fun. Voilà la sphère de rayon 4 autour du point rouge. Vous voyez, ça change de l'idée hein, de la sphère comme on avait le dessin classique. Donc juste dire, oh oui, bah regarde l'intersection des boules, machin, ceci, parce que sur le dessin ça se voit bien. Pensez à ce genre de dessin-là et vous dites, bah c'est pas si clair en vrai. Hein. D'accord? Il faut vraiment utiliser les axiomes, il faut vraiment utiliser les formules. On ne peut pas se baser sur le dessin pour faire des preuves. Hein. Ça peut donner l'idée de la preuve et après il faut essayer de le traduire en formule. Mais en tout cas, on ne peut pas juste dire, bah oui, c'est évident parce que ça se voit sur le dessin. Vous voyez, ça peut être compliqué des boules. Hein. Bref, donc voilà, donc là je vous ai dessiné donc, la boule de centre le rouge et de rayon 4. Voilà, les points à distance 0, bah, c'est le rouge. Les points à distance 1, c'est les verts. À distance 2, c'est les bleus. Distance 3, c'est l'orange. Distance 4, c'est les violets. Alors déjà, juste pour les joueurs d'échecs, peut-être vous ne l'aviez jamais remarqué, mais la distance donc, entre le point rouge et le violet, là c'est 4. Autrement dit, hein, pour passer d'un point comme ça à celui diamétralement opposé dans un carré 3 sur 3, vous voyez, autrement dit, pour aller de 2 crans en diagonale,
il faut 4 coups pour un cavalier. Donc si vous êtes avec votre roi et il vous fait des échecs avec son cavalier tout le temps et vous casse les pieds, vous voyez, s'il met son cheval là et hop, vous mettez votre roi à cette case-là, donc en diagonale, 2 crans en diagonale, il lui faudra 4 coups avant de vous recoller l'échec. Donc vous êtes tranquille, vous voyez. Enfin, 3 coups avant de recoller l'échec. Au bout de 4 coups, il arriverait sur votre case, mais donc il faut qu'il bouge 3 fois avant de pouvoir redire échec. Donc ça, c'est bien. Et puis pareil, hein, voilà, si vous dites, tiens, mon cheval, il est là, mais il serait quand même vachement mieux ici, ben, réfléchissez-y à 2 fois, parce que ça va vous prendre 4 coups de faire cette manip. Donc c'est peut-être pas forcément intelligent, vous voyez. Donc voilà, bref, donc ça c'était la petite parenthèse échiquienne. Alors maintenant, un peu plus mathématique, qu'est-ce que vous pouvez me dire du triangle formé par ces 3 points là dans mon espace bizarre de ces 3 cases là? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire, à votre avis? Évidemment, le piège, c'est de dire qu'ils sont alignés, parce que là, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi que 3 points sont alignés? Ça veut dire que la distance entre les 2 extrêmes est égale à la somme des distances entre les deux. Vous voyez, s'il y en a un qui a distance 3, l'autre distance 1, distance 2, alors on dit que les 3 points sont alignés. Mais là, si on y réfléchit bien, ce n'est pas du tout le cas, parce que la distance entre lui et lui, c'est 4. La distance entre lui et lui, c'est 4, puisque là, tout va bien. Mais la distance entre lui et lui, c'est pas 8 du tout. Hein. Même si je peux aller de là à là à 4 coups, et de là à là en 4 coups, de là à là, je peux y aller en beaucoup moins que 8 coups, parce que la preuve, il est violet, donc je peux aller de là à là en 4 coups. Donc la distance entre le rouge et celui-là, c'est aussi 4, comme le prouve le dessin, parce que tous les violets sont à distance 4. Donc mon triangle formé de mes 3 points là, il a tous ses côtés égaux, longueur 4. Donc c'est un triangle équilatéral. Bravo à tous ceux qui l'avaient dit, qui avaient trouvé. Voilà, c'est comme quoi, il ne faut pas se baser forcément sur le dessin pour dire, vous voyez, bah, d'après le dessin, on voit bien que c'est un triangle équilatéral. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'auraient dit, vous voyez. Bon. Voilà. Allez, après cette petite récréation, un petit exercice que je vous soumets. Donc voilà des applications qui, à 2 éléments de R, associent donc un nombre réel positif. On a vu que valeur absolue de x moins y tout seul, c'était bien une distance, mais est-ce que si je fais x moins y au carré, si je la mets au carré, est-ce que ça reste une distance ou pas? Si je prends la racine, est-ce que ça reste une distance ou pas? Si je fais valeur absolue de x moins 2y au lieu de valeur absolue de x moins y, est-ce que ça reste une distance ou pas? Et puis si je mets valeur absolue de x2 moins y2, pareil, est-ce que ça reste une distance ou pas? Voilà. Des petits exercices pour vous qui ne sont pas bien durs, mais qu'il faut faire. Pareil, correction dans la prochaine vidéo. Ok, alors maintenant les propriétés des distances. Donc, on a vu donc, la propriété des normes. Donc là, je l'ai mis avec les valeurs absolues, mais c'était vrai pour les normes. Vous savez, l'écart entre la norme de x et la norme de y, c'était plus petit que la norme de x moins y, qui était plus petit que norme de x plus norme de y. Vous vous rappelez? Eh bien, ça, c'est une inégalité triangulaire. Et de l'autre côté, on avait donc voilà, cet écart-là. Eh bien, ça marche exactement. On a la même propriété pour les normes. Donc, je n'ai pas écrit l'inégalité triangulaire, c'est la définition, mais on a, quel que soit x, y et z qui sont dans eux, la distance entre x et z moins la distance entre y et z, c'est plus petit que la distance entre x et y. Okay, donc pour se rappeler ça, il y a une petite phrase, hein, c'est que l'écart entre les distances, donc là c'est ce que je mesure, l'écart entre les deux distances, donc la longueur entre les deux distances, est plus petite que la distance entre les points. D'accord? Hein, si moi, je veux dire, j'ai à telle distance de Nantes et telle distance de Bordeaux, à Rochelle, qui sont à peu près les mêmes, bah, la distance entre Bordeaux et Nantes, c'est beaucoup plus grand, hein, puisqu'il faut passer par La Rochelle. Ok, donc voilà. Donc, alors comment on démontre ça? De la même manière. Donc, à la rigueur, si vous avez compris pour les normes comment on faisait, si vous vous rappelez, on utilisait l'inégalité triangulaire avec des valeurs particulières. Essayez de le refaire, c'est vachement instructif. Hein. Essayez de refaire la preuve dans ce cas-là. Moi, je pense que ça peut vous faire du bien. Donc, mettez sur pause, essayez de le faire si vous voulez vraiment comprendre. Ok, alors donc voilà la solution, c'est tout con, hein. Donc on a l'inégalité triangulaire, voilà je l'ai écrite, hein. Distance de x à z plus petite distance de x à y plus distance de y à z, ça c'est vrai pour n'importe quelle valeur. Donc si je passe ça de l'autre côté, j'obtiens que la distance de x à z moins la distance de y à z est plus petite que la distance de x à y. Bon, jusque là tout va bien, donc vous voyez ça c'est bon. Alors j'ai pas la valeur absolue ça veut dire que ok ça doit être plus petit, mais dans l'autre sens ça doit être plus petit aussi. Et donc, je le fais dans l'autre sens. Comme distance de y à z, c'est plus petit que distance de y à x plus distance de x à z, je passe de l'autre côté, j'obtiens que distance de y à z moins distance de x à z, c'est plus petit que distance de x à y, parce que c'est égal à distance de y à x. Hein. C'est la même chose. Et donc, j'obtiens que ce nombre-là est plus petit que ça, et que l'opposé est aussi petit que ça, donc la valeur absolue, celui des deux qui est positif, est bien plus petit que distance de x à y. Et donc, ça prouve, voilà, l'égalité. J'espère que vous avez réussi à le redémontrer vous-même. Bon, bref.
Voilà une petite propriété ça sert moins souvent que l'inégalité triangulaire, on ne va pas se mentir. Mais si jamais vous en avez besoin, bah voilà, ça peut servir. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une partie bornée? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction bornée? C'est une notion, des mots qui sont quand même utiles, je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc, vous l'avez déjà entendu parler dans les espaces vectoriels normés classiques et tout. Ben, dans un espace métrique, on peut généraliser tout ça. On dit qu'une partie d'un espace métrique A, inclus dans E, est bornée s'il existe une boule de centre x0, un élément de E x0 et un rayon R. Donc, a priori positif, sauf si A est vide, mais enfin bon, tel que A est inclus dans la boule de centre x0 et de rayon R. C'est-à-dire donc, voilà, il existe un x0 et un R, tel que pour tout A dans A, distance de x0 à A est plus petit que R. OK? On peut le mettre dans une boule. Une partie bornée, si on peut l'inclure dans une boule. Ouverte ou fermée, ça ne gêne rien, parce que vous savez bien, hein, si je prends une boule ouverte, voilà, du coup, je prends un rayon plus grand, ça machin, et si je prends la boule fermée, ça contient aussi, forcément, bon, bref. Donc voilà, une partie bornée quand elle est inclue dans une boule. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, première petite chose à remarquer, si A est borné, alors c'est pas, il existe un x0 et un R, en fait, je me fous du x0, je peux dire, quel que soit l'élément de E, il existe un rayon tel que A est dans la boule de centre X et de rayon R. Je peux choisir le centre comme je veux. Par exemple, dans le plan, bah, je peux dire c'est borné, c'est que c'est dans une boule centrée à l'origine. Je peux choisir le centre comme je veux. Essayez de le démontrer avant de regarder, ça peut être pas mal. C'est pas dur, mais bon, voilà. Et je ne suis pas forcément dans un espace vectoriel normé, on ne peut pas faire de soustraction de x moins x0, tout ça, non, non. Mais n'empêche que c'est encore vrai. Alors, preuve, bon, c'est pas très dur. Si je suppose que c'était inclus dans la boule de centre x0 et de rayon R, bah, je prends un x n'importe où dans E et un A n'importe où dans A. La distance entre x à A, bah, d'après l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que la distance entre x0 à A et la distance entre x et x0. Okay. Et donc, distance de x0 à A, bah, par définition, c'est plus petit que R, parce que A est inclus dans la boule de centre x0 et de rayon R. Et donc, ça, c'est plus petit que R plus distance de x à x0. Et bah, du coup, je prends grand R égale petit r plus la distance de x à x0. J'y vais comme un barbare, hein, vous voyez bien. Bon, bah voilà, bah, tous les éléments, forcément, de A, ils sont à la distance petit x plus petite que grand R. Et voilà. Donc, vous voyez, je peux choisir vraiment le centre où je veux. Et hop. Je rajoute la distance entre les deux centres et voilà, ça c'est inclus dedans. Ok. Alors, si je prends maintenant une fonction, une application de E dans F, donc E est un ensemble qui n'est pas forcément métrique. Bon, alors vous savez qu'on peut définir une distance dessus, mais a priori, il n'y a pas besoin. Si je prends F un espace métrique, je dis qu'une fonction de E dans F, elle est bornée, si son image F de E est une partie bornée de F. Voilà, son image, hein, l'image de tout. F de E par F, bah, si c'est inclus dans une boule, alors je dis que la fonction est bornée. Ok, c'est pas une définition bien compliquée, hein, mais ça généralise de beaucoup les fonctions de R dans R bornées, hein, c'est exactement ça. Hein. Rappelez-vous, une fonction de R dans R borné, ça veut dire qu'elle ne tendait pas vers plus l'infini, bah, ça veut dire qu'en fait, toutes ces images étaient incluses dans un intervalle. Et un intervalle, c'est une boule, fermée ou ouverte, ça dépend, comme on veut. Mais ok, donc c'est bien la définition classique, hein, mais généralisée. Ok. Alors maintenant, le diamètre. Bon, alors diamètre d'un cercle, on voit bien ce que c'est, mais on peut généraliser ça. Donc dans un espace métrique quelconque, on prend une partie inclue dans E, non vide, cette fois, c'est mieux. Bon, sinon, au pire, ouais, parce que sinon la distance, ce ne serait pas trop défini. Enfin, je pourrais dire que c'est bon, moins l'infini, ou je sais pas. Enfin bref, donc je prends une partie non vide, je ne vais pas m'embêter. Et le diamètre de A, donc je note delta de A, c'est une notation relativement standard. Il y a pas, bon, même si ce n'est pas complètement standard sur Terre, mais la plupart des gens comprendront quand même. Donc c'est, voilà, alors ça va dans 0 plus l'infini fermé, d'accord, ça peut être plus l'infini. La quantité delta de A qui est égale au sub de cet ensemble. Alors cet ensemble, c'est distance de A à B, bon ça existe, c'est non vide, puisque A et B, A est non vide. Donc au pire, je prends A et A, ça contient 0, ok. Donc c'est une partie de R qui est non vide. Donc sa bande sub, c'est soit un nombre réel, soit plus l'infini, ok. Mais ça peut être plus l'infini, hein, si la partie n'est pas bornée, éventuellement. Vous voyez, si je peux avoir des distances de A à B aussi grandes que je veux dans mon ensemble, bah, le diamètre de A peut être égal à plus l'infini. Okay. Mais voilà, donc c'est la borne sub de ça. Visuellement, comment on voit ça? Bah, vous voyez, si je prends un ensemble A comme ça, bah, c'est la plus grande distance que je peux faire entre deux points de A. Autrement dit, là, si je prends la distance habituelle dans le plan, vous voyez, le diamètre de A, ça va être la distance entre ce point-là et ce point-là. La distance entre les points les plus éloignés. Okay, sachant que ce n'est pas forcément atteint, parce que si A était un ouvert, vous voyez, par exemple, il n'y a pas forcément de point sur le bord là. Mais le sub, ça va être quand même cette distance entre ces deux points-là, même s'ils ne sont pas dans A. Hein, c'est l'avantage de la borne sub, c'est que même si ce n'est pas atteint, on peut quand même définir le diamètre. Hein. Voilà, voilà.
Attention, hein, ce n'est pas la plus grande distance entre deux éléments de A. C'est un piège. C'est le sub des distances de AB, ça peut être une distance entre des points qui ne sont pas dans A. Hein, d'accord? Ok, donc voilà. Alors, première remarque, si A est inclus dans B, bah, du coup, l'ensemble des distances de AB pour A dans A et B dans B, c'est inclus dans les distances de AB pour A dans B et B dans B. Il y a plus de nombres là-dedans qu'il n'y en avait là-dedans. D'accord? Et donc, plus un ensemble est grand, plus il y a des chances que son sub soit grand, donc le diamètre de A est plus petit que le diamètre de B. C'est assez évident, mais si c'est évident, ça se démontre. Donc, si A est inclus dans B, le diamètre de A est plus petit ou égal que le diamètre de B. Jusque-là, c'est pas fou, mais il faut quand même le voir, quoi. Ok. Alors, un petit exercice encore pour vous. Si je prends un espace métrique, donc A une partie de E, montrez l'équivalence entre la proposition A est bornée, donc A est inclus dans une boule, et diamètre de A est strictement plus petit que plus l'infini. Donc on aurait pu prendre ça comme définition. Hein. Certains cours de topo disent une partie est bornée si son diamètre est strictement plus petit que plus l'infini. C'est équivalent. Okay, donc voilà, bah, démontrez-le. Si je prends donc un x dans E et un R strictement positif, qu'est-ce que je peux dire du diamètre de la boule fermée de centre X et de rayon R? À vous de réfléchir. Et puis pour pas que vous dites tout le temps que c'est 2R, bah justement, voilà, pour pas que vous tombiez dedans, je trouvais un exemple tel que le diamètre de la boule fermée de centre X et de rayon R n'est pas égal à 2R. Comme ça, voilà. Si vous vouliez dire que c'était tout le temps égal à 2R, bah non, trouvez un exemple pour lequel ce n'est pas le cas. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est important d'essayer, hein. Donc allez-y. Ensuite, alors maintenant pour finir, on va faire la distance entre deux parties. Donc si je prends un espace métrique quelconque et A et B deux parties, donc non vide évidemment, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. La distance entre A et B, alors c'est pareil, je prends un point dans A, un point dans B, ça existe, que c'est non vide, donc distance de A à B, ça fait un nombre, il n'y a pas zéro, parce que, enfin, si A et B ne se touchent pas, il n'y a pas zéro, mais en tout cas, au moins un nombre dedans. Et donc, inf de ça, bah, du coup, c'est un nombre réel, et il est même positif, parce que ça, c'est des nombres positifs. Hein. D'accord? C'est une partie qui est inclue dans R+. Donc pour le coup, l'inf, ça ne peut pas être moins l'infini, d'accord? Au pire, c'est 0, c'est si jamais A et B ils se touchent, enfin bref, je pense que ça se voit, parce que s'il existe un élément qui est à la fois dans A et dans B, bah, du coup, sa distance est nulle, et donc l'inf, ce sera égal à 0. Okay. Voilà, donc là, j'ai dessiné une partie A, une partie B. Vous voyez, la distance entre A et B, ça va être cette distance-là, c'est la plus petite distance que je peux faire entre des points de A et des points de B. Alors comme c'est l'inf, de nouveau, ça peut être éventuellement la distance entre un point qui n'est pas dans A et un point qui n'est pas dans B. Si A et B étaient tous les deux... vous voyez, ils n'ont pas le bord, là. Ils n'ont pas le tour. Hein. Imaginez, c'est comme des boules ouvertes. Là, il n'y a pas le bord, mais n'empêche que la distance entre deux points extrêmement proches de A et B, mais voilà, c'est pas forcément atteint toujours. Il faut se méfier un petit peu. Parce qu'au début, j'ai tendance à dire, vous voyez, c'est la plus petite distance entre deux points de A et B. Non, c'est l'inf, c'est pas tout à fait la même chose. Ok. Donc, bah, si l'intersection de A et B est non vide, c'est ce que j'ai dit, s'ils se touchent, alors la distance de A à B est égale à 0. Hein, pourquoi? Parce que du coup, il y aura le nombre 0 là-dedans, donc l'inf, bah, c'est 0, c'est le nombre positif, ça contient 0, bah, l'inf, c'est 0. Hein. Mais attention, ça ne veut pas dire que A est égal à B, d'accord? Ça veut juste dire que A et B, ils ont un point d'intersection. Et donc, attention, si distance de A à B égale 0, ça ne veut pas dire que A égale B. Donc, la distance sur les parties, et là, c'est piégeux au niveau du français, c'est pas forcément une distance sur les parties, sur l'ensemble des parties. Dans l'exercice qui vient, on va voir une distance entre les parties de R, entre les intervalles, mais, donc une vraie distance. Mais là, ça n'en est pas une. Hein. Ça s'appelle la distance entre deux parties. D'accord? Donc ça arrivera qu'on prenne, le plus souvent, on prend la distance entre un point et une partie. Hein. La distance de x et cette partie, bon, bah, c'est l'inf des distances de x à A, pour A appartient à A, ok, ça existe, on peut l'utiliser pour les exos et machin et trucs. Mais attention, ce n'est pas une distance sur les parties. Ok, donc je prête votre attention à ça parce que ça c'est vachement piégeux. Il aurait fallu trouver un autre mot, mais n'empêche que tout le monde appelle ça comme ça quand même. Donc je ne peux pas changer ce que fait tout le monde, mais donc là il y a un petit piège. Hein. La distance entre A et B, ce n'est pas une distance sur les parties. Ok, alors je vous donne un exemple aussi pour voir que la distance peut être 0 sans qu'ils se touchent. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas la plus petite distance entre deux points de A et de B, parce que là en l'occurrence, si je prends R plus étoile et R moins étoile, vous voyez les nombres strictement négatifs, les nombres strictement positifs, bah, la distance entre ça et ça, c'est 0, parce que je prends moins 1 sur n et plus 1 sur n, la distance entre les deux, c'est 2 sur n. Quand n augmente, ça tombe bien vers 0, donc je peux trouver l'inf de ça, hein. Ça va bien être 0. D'accord? Je peux trouver des distances aussi petites que je veux, entre des points de R plus étoile et de R moins étoile. Et donc l'inf de toutes ces distances-là, c'est 0, bien qu'ils ne se coupent pas. Donc c'est pire que ça, c'est même pas si la distance égale 0, alors c'est qu'ils ont un point dedans. S'ils ont un point d'intersection, leur distance vaut 0. Mais si la distance entre A et B vaut 0, en fait, ça veut dire que je peux approximer, je peux trouver des points de A et des points de B aussi proches que je veux. D'accord?
mais pas forcément égaux. Bref, voilà donc des petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, sur la distance entre les parties. Alors maintenant, prenons les sous-espaces métriques. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je prends un espace métrique, j'ai D sur mon espace, E, tout va bien, je prends une partie, A, inclus dans E. Du coup, la distance D, si je la restreins à A, j'obtiens bien une métrique sur A. Vous voyez, ma distance, la restriction de D, que je prends deux éléments de A, pour un couple d'éléments de A, je trouve bien une distance. La distance qui est définie sur E. C'est un bon élément de E, un élément de E, une distance, du coup, je prends dans A, une distance. Donc la restriction, là, du coup, A muni de la même distance D, c'est un espace métrique. Ok, bon, en théorie, je devrais dire la restriction de D à A, croix, enfin, vous comprenez. Ok, mais du coup, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une boule de centre C dans A et de rayon R? Vous allez voir que c'est plus compliqué. Là, on va toucher du doigt les petites subtilités de la topologie induite. Enfin bref, je ne vais pas trop spoiler, mais ça, c'est important de bien comprendre. Donc accrochez vos ceintures et suivez, parce que ça, c'est pas simple, même si ça a l'air. Alors, qu'est-ce que c'est que la boule de centre C, d'accord, qui est dans A, et de rayon R positif? On peut dessiner, hein, c'est bien, c'est l'ensemble des points dont la distance avec C est plus petit que R. Ok? Mais les points de A, dont la distance avec C est plus petit que R, si je regarde l'espace, vous voyez, j'ai mis la boule d'indice A, la boule ouverte dans A. Mon ensemble A, qui est un espace métrique, du coup, la boule de centre C de rayon R, c'est les points de A, dont la distance entre A et C est plus petite que R. Et donc, c'est la boule de centre C de rayon R dans E, intersectée avec A. Puisque la boule de centre C de rayon R, c'est l'ensemble des éléments petit e dans E, tels que distance de E à C est plus petit que R, et je prends juste ceux qui sont dans A. Donc c'est l'intersection entre ma boule, ici de E, et A. Donc cela, c'est la partie que j'ai mis ici en jaune. Donc ça peut faire des trucs bizarres, des boules. Ok? Je vous illustre ça avec un exemple, vous allez tout de suite voir que ce n'était pas si évident. Si je prends E égale R au début et A, la partie 0,1, fermée, union singleton 3. C'est un espace métrique, 0,1, union 3, parce que c'est inclus dans R qui est un espace métrique. Mais regardez bien, du coup, juste le singleton 3, on va dire, ah oui, je sais, c'est une boule fermée de centre 3 de rayon 0. Oui, c'est une boule ouverte aussi. Alors, ce n'est pas une boule ouverte de R du tout. Les boules ouvertes de R, c'est des intervalles de R. Mais c'est une boule ouverte de A. Pourquoi? Parce que si je prends la boule de centre A et de rayon plus petit que 2, par exemple, la boule de centre 3 et de rayon 1, ouverte, ça veut dire c'est l'intervalle 2, 4 ouvert. Ok, ça, oui, dans R, oui. Mais du coup, la boule de A, c'est l'intervalle 2, 4 ouvert intersecté avec A. Et l'intersection entre la boule 2, 4 et A, c'est juste 3. Donc, c'est là qu'on commence à voir que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'une partie de R, là, comme le singleton 3, juste en le regardant comme ça, je ne peux pas voir si c'est ouvert ou fermé, comme ça. Si c'est une boule ouverte ou une boule fermée, c'est une boule fermée de R, et sans doute de A aussi d'ailleurs, parce que c'est l'intersection de la boule fermée avec A, mais c'est aussi une boule ouverte de A. Bon, alors rassurez-vous, on va revenir sur tout ça, mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas si simple que ce qu'on pourrait y penser. Vous voyez, voilà. Là, le singleton 3, c'est une boule ouverte de A. Et donc, on verra que c'est un ouvert de A. Enfin bref, je ne vais pas trop loin, mais... Donc, on va revenir sur tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'il faut faire gaffe. Les boules, ce n'est pas si simple quand on est dans les parties. Bref, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop retourné le cerveau. Hop. Alors, maintenant les suites. Donc, le but de la topologie, je vous rappelle quand même, c'est de définir la continuité, les limites, etc. Notre but essentiel, c'est de savoir quand est-ce que des éléments sont proches ou pas, de savoir comment est-ce qu'on peut approximer des éléments d'un ensemble par d'autres éléments, par une sous-partie, etc. Quelles sont les propriétés qui sont stables, enfin bref. Le but, c'est quand même de savoir, c'est mesurer la proximité entre des éléments et donc définir si, par exemple, des suites convergent vers quelque chose. Alors là, comment on fait? Du coup, dès qu'on a un espace métrique, on peut définir une notion de convergence d'une suite vers une limite L. Donc si je prends une suite UN d'éléments de E, je dis qu'elle est convergente s'il existe un L, donc dans E, tel que pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang grand N, donc ça veut dire qu'il existe un grand N, tel que pour tout petit n, si petit n est plus grand que grand N, alors la distance de UN à L est plus petite que epsilon. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Je traduis sous ça, ça veut dire que du coup, il existe un L tel que pour tout epsilon, à partir d'un certain rang, UN est dans la boule de centre L et de rayon epsilon. Je vais faire un petit dessin pour bien comprendre. Donc j'ai un ensemble E, j'ai un élément L qui est dedans. Dire que la suite UN converge vers L, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une boule de rayon epsilon comme ça autour de L, n'importe comment, les éléments de ma suite UN, alors au début ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, être dans la boule, en dehors de la boule, etc. Mais à partir d'un certain moment, tous les termes de la suite sont dans cette boule. Ok? Et
Et si je prends une boule de rayon plus petit, au bout d'un moment, plus éloigné peut-être dans le temps, tous les termes de la suite sont dedans. Et ainsi de suite. Ok, donc c'est bien important. Vous voyez qu'en fait, comme je disais, la topologie, en fait, une fois qu'on a les boules, ça suffit. La distance ou la norme, c'est un moyen de créer les boules. Et une fois qu'on a les boules, eh ben, en fait, ça permet de définir la convergence des suites. Ok? Voilà, voilà. Donc j'espère que vous voyez, visualisez bien le truc. Hein. Ce n'est pas tellement différent de ce qu'on disait avant dans R. On disait valeur absolue de un moins L plus petit qu'epsilon. Ben, ça voulait dire que la distance entre un et L dans R était plus petite qu'epsilon. Ben, voilà. Donc ça généralise de façon énorme la convergence des suites, parce que les espaces métriques, comme on va le voir, c'est beaucoup plus large que tous les espaces qu'on connaît. Enfin, il y a vraiment 50 sortes de le faire. Donc voilà. Ok? Ça va jusque-là? Bon, très bien. Alors, maintenant, soit prenons des espaces métriques, donc des produits d'espaces métriques, donc E1, E2, En. Okay. Alors, si je prends E le produit E1 croix E2 croix En, l'application définie donc de E dans R+, alors comment je vais faire ça? Parce que je prends des n-uplets d'éléments, donc vous voyez, j'ai des éléments dans E1, En et de l'autre. Bah, distance de x à y, ça va être le max des distances, donc la distance di, par exemple dans E1, c'est distance 1 entre x1 et y1, la distance 2 entre x2 et y2, etc. Et je mets le max de tout ça. Donc j'appelle cette distance la distance produit. Normalement, ce que j'aimerais bien, si vous avez regardé les vidéos précédentes, c'est que ça vous évoque très fortement la norme produit n infini, qui était exactement ça, où on prenait pour chaque norme sur E1, la norme E1, E2, E3, et puis hop, on prenait le max de toutes les normes, ça s'appelait n infini justement à cause de ça, et hop, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc c'est pas tellement surprenant, ça ne va pas trop vous choquer. Et on appelle c'est une distance qu'on appelle la distance produit sur E. Ok? Et donc, petit exercice là, faites-le, mettez sur pause. Quelle est la boule de centre X et de rayon R? Alors, j'insiste pas sur le fait que c'est une distance, parce que c'est juste évident, parce que chacun des DI est une distance. Hein. Donc voilà, faites-le en exercice si vous voulez, mais si ça vaut 0, bah, c'est que le max vaut 0, c'est qu'ils valent tous 0. Donc tous les xi sont y ou yi. Comme tous les di sont symétriques, bah, du coup d de xy égale distance de y à x. Et comme tous les di vérifient l'inégalité triangulaire, et que le max d'un nombre fini permet de vérifier l'inégalité triangulaire, le max d'une somme c'est plus petit que la somme des max, bah, du coup on a bien que c'est une distance. Ok, et bien décrivez-moi la boule de centre X et de rayon R. Allez, écrivez ce que vous en pensez. Et donc, je félicite ceux qui ont trouvé que si la distance entre x et y est plus petit que r, bah, c'est équivalent à dire que le max de tous ces nombres est plus petit que r, ça veut dire qu'ils sont tous plus petits que r. Pour tout i, di de xi et de yi est plus petit que r. Et donc, finalement, ça veut dire que yi est dans la boule de centre xi et de rayon r. Donc, y1 est dans la boule de centre x1 de rayon r, y2 est là-dedans. Donc, c'est le produit cartésien des boules. B1, alors B1 j'ai mis pour la distance 1 sur E1. Hein. Donc la boule dans E1, la boule dans E2, la boule dans En, de centre x1, x2, xn, toutes de rayon R. Vous voyez par exemple si je me mets dans R3, donc R croix R, avec la distance usuelle, et bah, du coup ça va faire les intervalles de centre, de centre x1, x2, x3 et entre moins R et plus R à chaque fois. Donc ça va me faire un joli petit cube comme ça, ouvert. Ok, si je prends la boule fermée, ce sera le cube fermé, enfin, avec le bord. Quoi. Voilà, voilà. Ok. Très bien. Alors maintenant, prenons une suite d'éléments, donc de E, du produit, et L, L1, L2, Ln dans E. Et donc, je note la suite xk. Donc, une suite, à chaque fois, pour chaque terme k, bah, il me faut un n-uplet. Donc, je suis obligé de mettre deux indices. Hein. Il y a x5a, x2k, x3k, xnk. Voilà, pour chaque k, j'ai un n-uplet x1, x2, xn. Bon, bah, voilà. Et je prends une limite potentielle, L égale L1 et 2 Ln. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la suite xk tend vers L? Eh bien, ça veut dire que chaque suite des coordonnées tend vers la coordonnée correspondante. C'est-à-dire que la suite x1k dans E1 converge vers L1, que la suite x2k dans L2 converge dans L2, etc. Alors pourquoi? Parce que c'est juste évident si vous avez vu. Je ne vais pas faire la preuve parce que c'est exactement la même que celle sur les normes produits. Donc vous la reprenez si vous voulez, ou essayez de la faire vous-même, mais potentiellement c'est juste évident parce que regardez, qu'est-ce que ça veut dire que la distance entre xk et L est plus petite qu'epsilon? Eh bien ça veut dire que toutes les distances entre x1k et L1, x2k et L2, et ensuite xnk et Ln est plus petite qu'epsilon, parce que c'est le max de toutes ces distances. D'accord? Donc si L converge vers L, ça montre que chaque xk converge vers Li. Et dans l'autre sens, si chacune de ces petites suites-là tend vers L1, L2, Ln, alors à partir d'un certain rang, elles sont proches à epsilon près des Li, je prends le maximum de tous ces certains rangs, il n'y en a qu'un nombre fini, il y en a n, donc je peux le faire. Et donc il y aura un rang commun à toutes, tel que, elles seront toutes assez proches de ça, et du coup tel que la suite xk sera proche de L. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on démontre
ce petit théorème-là, donc c'est hyper important, c'est pour ça qu'on définit la distance produit comme ça, c'est qu'on ne peut pas être embêté. Qu'est-ce que ça veut dire que, oh là là, dans un produit, qu'une suite converge, comme je vous l'ai déjà expliqué, hyper important, hein, c'est-à-dire quoi qu'une suite de matrices converge, ça veut dire que tous les coefficients convergent. Une matrice converge vers une matrice L, c'est A11 converge vers L11 et ainsi de suite. Hein. D'accord. Enfin, A11K converge vers L1. Et, bref. Voilà, c'est tous les coefficients convergent. C'est la même chose. Donc là, de façon générale, si on prend un produit d'espace métrique, on définit la distance produit pour que ça marche en fait. Hein. Voilà, voilà. Allez, sur ce, des petits exercices pour finir de réfléchir aux distances. Donc voilà les petits énoncés. Alors, je prends comme espace de départ R plus étoile, 0 plus l'infini ouvert. Et je vais dire, tiens, on pose distance, enfin d de xy égale 1 sur x moins 1 sur y. Et la première question, c'est montrer qu'on obtient bien une distance sur E. Donc voilà, vous devez vérifier les axiomes. Déterminer, expliciter la boule de centre 1 et de rayon 1 pour cette distance. Est-ce que la partie A, donc 0, 1 ouvert, qui est bien une partie de E, est-ce qu'elle est bornée? Vous pouvez calculer son diamètre, ou est-ce qu'elle est incluse dans une boule? Voilà. De manière générale, si I est un intervalle de R et si F est une application de I dans R, donc I, voilà, je remplace 0 plus l'infini par I, et je prends une application de I dans R, définie partout sur I, et j'appelle delta de xy, valeur absolue de f de x moins f de y, donc vous voyez, c'est à peu près la même idée que là, sauf que là, c'était la fonction f égale 1 sur x, la fonction inverse. Bon, je dis, pour pas la fonction inverse, pour une fonction quelconque, enfin, à quelles conditions j'obtiens une distance? Justement, comment il faut choisir f, comment il faut choisir I, quelles sont les conditions pour que, minimal, hein, pour que je sois sûr d'obtenir une distance. Voilà. Ok. Donc voilà l'exercice, j'espère qu'il est clair. Ensuite, le suivant. Alors supposons cette fois qu'on a... alors déjà, montrons cette petite inégalité. Si j'ai trois nombres A, B, C qui sont positifs et tels que C est plus petit que A plus B, alors C sur 1 plus C est plus petit que A sur 1 plus A plus B sur 1 plus B. Ok, bon, c'est un petit calcul. Cherchez pas une astuce de fou, moi je ne l'ai pas trouvé. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en a une, mais moi je n'ai pas trouvé. J'ai fait le calcul bourrin, ça marche. Et du coup, l'astuce, c'est que montrer que si j'ai une distance donc sur un espace métrique D, alors en posant delta égale d de xy sur 1 plus d de xy, alors j'obtiens une autre distance sur E. Vous voyez, dès que j'en ai une, j'obtiens une autre. Ok. Alors voilà. Bon bref, alors en plus, celle-là, je n'ai pas dit, mais on pourrait démontrer qu'elle est bornée. Enfin bref. Donc c'est pour plus tard l'histoire de normes équivalentes, de distance équivalente et tout ça. Bref, en tout cas, montrer que ça c'est une distance. Ok. Et puis montrer qu'on peut généraliser, vous voyez, si on prend une application strictement croissante qui s'annule uniquement en 0 et qui vérifie, quel que soit xy dans R+, phi de x plus y qui est plus petit que phi de x plus phi de y, montrer que phi de d c'est une distance. Autrement dit, vous voyez, j'avais la fonction qui a x ceci, x sur 1 plus x, elle vérifie à toutes les hypothèses. Et bien il y en a d'autres, par exemple racine. Vérifiez, vous savez, que la fonction racine, elle est strictement croissante, elle s'annule uniquement en 0 et elle vérifie que racine de x plus y plus petit que racine de x plus racine de y. Et donc, du coup, racine de d, ça fait une autre distance. Ok. Voilà, voilà, voilà. Normalement, ça, le coup de la racine, vous l'avez vu si vous avez fait les exercices précédents. Bon, bref. Donc voilà. Alors ensuite, valuation. Alors ça, c'est un autre truc rigolo. Donc, c'est un peu le contraire du... Enfin, le contraire. Le dual du degré, enfin, je ne sais pas comment dire, mais enfin bref, le degré d'un polynôme, vous connaissez, hein, c'est l'exposant le plus haut qu'il y a dans les monômes. La valuation, c'est le degré le plus bas qu'il y a dans les monômes. D'accord? C'est-à-dire, hein, on appelle la valuation de P le plus grand entier n tel que x puissance n divise P. Donc voilà, si P commence par, il n'y a pas de A0, il n'y a pas de A1, et il commence par, je sais pas, 3x2 plus 5x4 plus 8x6, et bien hop, la valuation c'est 2. D'accord? C'est le degré du monôme de plus petit degré. Ok. Donc si ça s'annule pas, par exemple en 0, du coup sa valuation c'est 0. Hein. Pour les polynômes non nuls, bon, selon la valuation, bref, ça serait plus l'infini, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc c'est défini que pour les polynômes non nuls. Voilà, donc c'est le plus grand entier n tel que x puissance n divise p. Ça existe toujours, hein, d'accord? P c'est degré fini, forcément au bout d'un moment ça s'arrête. Hein. Donc il y a bien une valuation qui est un nombre entier, et on l'appelle nu de p. Ok. Et montrer qu'on peut définir une distance sur les polynômes en prenant distance de p à q égale 0 si p égale q, bon, jusque-là tout va bien, et si p est différent de q, du coup je prends l'opposé de la valuation de p moins q, et je fais l'exponentielle de ça. Exponentielle de moins la valuation de p moins q, et montrer qu'on obtient une distance sur les polynômes à coefficient réel en faisant ça. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, distance entre les intervalles, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous voyez, des distances entre des ensembles, ça peut se faire. Donc, en l'occurrence, là, j'ai presque répondu à la question, parce que est-ce que D c'est une distance? Donc, à vous de voir, mais a priori, la réponse est oui. Bon, sauf si je suis très piégeux.
Bref, donc, alors, comment c'est défini ça? Donc, je prends l'ensemble des couples d'intervalles ouverts, enfin, donc l'ensemble des intervalles ouverts bornés de R, donc c'est l'ensemble des trucs qui s'écrivent comme ça, intervalle AB, hein, d'accord? C'est ça mon ensemble de départ, et donc si je prends deux intervalles ouverts, je définis une application D dessus, et en prenant, ben voilà, si je prends deux trucs comme ça, donc voilà, quatre nombres avec donc A plus petit que B et C plus petit que D, même j'ai mis plus petit égal, mais bon, sinon c'est vide, donc c'est strictement plus petit en fait, hein, strictement plus petit. Et donc la distance entre AB et ça, c'est plus petit que ça, c'est égal le max de ça et de ça. Donc l'écart entre A et C et B et D. Ok. Et bien montrer, enfin regardez, est-ce que D, c'est une distance sur l'ensemble des intervalles ouverts? Est-ce que c'est une vraie distance sur les parties, vous voyez, hein? Voilà, voilà, voilà. Et ben c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. Cherchez bien les exercices avant de regarder les corrections. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Hop. Alors je me rends compte que j'ai oublié la slide avec les tipeurs. Alors pardon, merci à tous ceux qui donnent sur Tipeee. J'ai oublié la slide. Putain, je ne suis pas dans mon assiette ce matin. Alors pour ceux qui regardent les lives, si vous m'avez vu hier soir, en fait vous le savez, mais j'ai une entorse au pied. Ce qui fait que j'ai quand même réussi à faire la vidéo, donc je suis hyper content. Mais là j'ai zappé de vous mettre les tipeurs. Donc merci à eux. Voilà, donc j'ai réussi, je suis très content. Je vais essayer d'en tourner une autre là. Mais bref, donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis donc merci beaucoup à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Je vous fais un gros bisou, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le cours de topo.